Bonjour à tous, ce tuto a pour objectif de réviser les règles applicables lorsqu'un salarié est absent pour maladie. Alors on parle là de la maladie de moins de 30 jours d'un salarié qui n'est pas habituellement malade, c'est-à-dire qu'en fait avant son arrêt maladie, il était en activité. Et donc c'est la maladie personnelle. Donc on élimine aussi la maladie professionnelle pour ne retenir que des cas personnels de maladie de 2, 3, une semaine et quelques jours. Voilà. Alors, là, dans le cas qui était proposé dans le cours, on était en présence d'une salariée qui avait un arrêt maladie assez long et pour lequel on vous demandait de faire une étude et de répondre aux différentes questions avec des ressources qui vous étaient fournies. Alors évidemment, quand on est malade, on doit prévenir, le salarié doit prévenir l'employeur dans les 48 heures et fournir un des volets de l'arrêt de travail dont les destinataires de cet arrêt de travail sont l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie. Voilà, alors une question vous était posée pour savoir si éventuellement un salarié pouvait reprendre le travail avant la fin de l'arrêt maladie. Oui, c'est possible avec évidemment un accord du médecin et une information à la caisse primaire d'assurance maladie et une déclaration à faire auprès de l'employeur qui pourra, grâce à une DSN événement, fournir l'information à l'URSSAF. Alors, Madame Girardin était malade plusieurs semaines, 3 semaines, donc du 12 inclus jusqu'au 31. Donc ici, on a le calendrier du mois de mars et on voit représenter en gris et un petit peu mauve l'absence de Madame Girardin. À partir du moment où la salariée ou le salarié est absent, on doit lui faire une retenue pour salaire, une retenue pour absence. Le salarié n'est pas présent, on retient sur son salaire de base mensualisé la durée de son absence. Je rappelle que la retenue pour absence peut être calculée de diverses façons, en heures, en jours ouvrés, en jours ouvrables, et la durée mensuelle prise en compte peut être la durée en heures moyenne, souvent 151,67 pour les contrats à temps partiel, à temps complet à 35 heures, ou ça peut être évidemment la durée un jour ouvré moyenne ou durée un jour ouvrable moyenne. Donc il existe de grands nombres de techniques et à chaque exercice il faut aller repérer quelle est la technique employée dans l'entreprise. Donc ici la technique employée dans l'entreprise c'est en heures réelles d'absence sur une durée moyenne en heures, c'est-à-dire 151,67. Donc on a ici le calcul de la retenue pour absence qui va être reporté dans le bulletin avec la base 105 heures. Si on compte, eh bien, ça fait 3 fois 35 heures, 3 semaines complètes. Donc ça fait 105 heures. Donc le taux ici c'est 18,46, le même que celui qui apparaît dans le salaire de base, puisque la retenue pour absence est faite en heures sur une durée moyenne de 151,67. Évidemment, s'il y a des primes, des heures sup, eh bien ça va impacter le calcul. Imaginons qu'on ait eu des heures supplémentaires dans la semaine dans laquelle le salarié était présent, eh bien ça viendra augmenter le taux de retenue pour salaire. Donc évidemment, on va le mettre dans la colonne à déduire. Si jamais le bulletin ne présente pas deux colonnes à payer à déduire, eh bien on fait apparaître en moins le montant 1938,42. Donc on voit évidemment que le salaire est largement amputé du fait de cette retenue de l'absence à l'absence du salarié. Bon, ceci dit, lorsque le salarié présente des conditions d'ancienneté, eh bien, ce dernier va pouvoir toucher des indemnités versées par la sécurité sociale. On les appelle les IJSS, indemnités journalières de sécurité sociale. Voilà. Bon, les conditions sont réunies pour notre salarié
qui est en CDI depuis plusieurs mois dans l'entreprise, donc elle bénéficie de ces IJSS. Alors, ces indemnités journalières de sécurité sociale, elles sont calculées selon des règles qui sont édictées par le Code de la sécurité sociale et qui ne changeront jamais. Elles sont les mêmes pour tous les salariés en France. Alors, dans un premier temps, on va retenir le salaire, les salaires bruts des 3 derniers mois précédant le mois d'arrêt maladie. C'est-à-dire que ici, cette salariée est absente au mois de mars, donc on va retenir février, janvier et décembre, 3 derniers mois. Ces salaires des 3 derniers mois pris en compte, ce sont les salaires bruts, donc ici 2800. Cependant, on doit faire un contrôle lorsque le salaire est assez élevé. On doit vérifier que ce salaire ne dépasse pas 1,8 fois le SMIC mensuel. Auquel cas, si ce salaire dépasse 1,8 fois le SMIC mensuel, eh bien, on va pas retenir ce montant de 2800, mais le plafond mensuel est multiplié par 3, ça va être le cas ici. Alors, par exemple, dans 2019, l'année de ce tuto, eh bien, le SMIC est à 1521,22, donc on va faire 1,8 fois ce SMIC et ça donne 2738,29. Et on voit que cette salariée, les 3 derniers mois, a eu un salaire qui dépassait cette limite maximale. Donc en fait, on ne va pas retenir 2800 pour calculer les 3 derniers mois de salaire, mais 2738,20. Comme le salaire ne changeait pas, eh bien, on retient 2738,20 fois 3. Après, la réglementation nous dit, pour les salaires à temps complet à 35 heures, eh bien, on va diviser par 91,25. Donc, on va diviser par 91,25 et l'indemnité va être égale à la moitié de ce montant. Donc, en fait, on va multiplier par 0,5. Regardez, ici, l'indemnité journalière est égale à la moitié du gain journalier. Donc, quand on a divisé par 91,25, ça permet de déterminer le gain journalier et on multiplie par 0,5 ou on divise par 2. Voilà, donc ici on a le salarié va toucher 45,01 euros par jour. Et il y a une particularité, il faut bien retenir de quel jour parle-t-on. Eh bien, on parle de chaque jour ouvrable ou non, ce qui veut dire que on va retenir les jours calendaires. Donc ici, on vous demandait quelle est la durée de l'absence de ce salarié un jour calendaire. Un jour calendaire, on compte simplement le nombre de jours d'absence pour tous les jours du calendrier. Que ce soit jour férié ou pas, ou dimanche ou samedi, tous les jours. Donc ici, évidemment, on a 7 jours calendaires la première semaine, 7 jours la deuxième, et 6 jours la troisième, ce qui fait 20 jours. Alors, la sécurité sociale, outre les abattements de 50%, pratique une carence de 3 jours. Voilà, c'est-à-dire ici, les indemnités sont dues pour chaque jour ouvrable ou non, l'interruption de travail, mais seulement à partir du 4e jour. Ça veut dire que pendant 3 jours, il n'y a pas d'indemnité qui sera versée. Donc, on va retenir 3 jours de carence, ce qui fait 17 jours d'IJSS qui sera versé aux salariés. Voilà, donc on va faire 17 jours fois 45,01. Là, ici, dans le cas qui vous est fourni, on peut répondre à une question. Quel est le montant maximal d'IJSS qu'un salarié peut toucher? Eh bien, on l'a ici, c'est 45,21 €. C'est le montant maximal qu'un salarié va pouvoir toucher aux IJSS. Alors, il existe de nombreux ajustements si la personne a des enfants. Voilà, il y a des petites modifications en fonction de la situation du salarié, mais on rentre pas ici dans les cas spécifiques. Voilà, donc ce salarié va toucher 765,17 € brut d'indemnité journalière de sécurité sociale. Dans la réalité, il va pas toucher tout à fait ça, puisque il va y avoir un taux réduit de CSG-CRDS qui va être prélevé retenu par l'URSSAF de 6,7%. Voilà. Donc je peux le montrer ici. Donc les CSG bruts est égal à 765,17 €
et auquel on va retirer 6,7. Bon, alors après, on a plusieurs façons de faire. On fait 765,17 fois 6,7%, ça fait 51. Donc l'URSSAF va amputer cette somme de 51,27 euros pour déterminer le montant qui sera effectivement viré sur le compte du salarié ou par l'intermédiaire de l'employeur si celui-ci a mis en place la subrogation. Donc on peut aussi calculer rapidement en faisant 765,17 fois 1 moins 0,067, ça donne 713,90 euros. Voilà, les ISS, donc c'est ce que va toucher le salarié pour l'ensemble de sa période de maladie. Alors évidemment, on a vu tout à l'heure qu'il avait perdu 800 euros. Il a perdu 1938 euros et l'indemnité de sécurité sociale va être de 765,17 euros, ce qui évidemment couvre de manière très partielle la retenue pour absence. Alors la loi prévoit en fait que l'employeur doit faire un complément lorsqu'il y a des conditions d'ancienneté dans l'entreprise. Voilà, la loi prévoit que l'employeur doit financer 90% du salaire brut en tenant compte d'une carence de 7 jours calendaires. Mais il est évident que de nombreuses conventions collectives dérogent à cette règle. Aussi dans les applications, eh bien, on aura des maintiens de salaire à 100%, des jours de carence de 3 jours, ou pas de jours de carence du tout. Donc en fait, les applications sont très diverses et variées sur l'application de ces règles. Là, ici, 90% du salaire brut, et 7 jours de carence, c'est la base. Voilà. Alors, cette indemnité, elle va être calculée assez facilement lorsqu'on présente le bulletin de cette manière. Et qu'il convient d'expliquer. Donc on va retrouver sur le bulletin d'un salarié malade le salaire de base, voilà, toujours pareil. Et on va, rappelez-vous, on avait retenu 105 heures au taux de 18,46 €. Eh bien ces 105 heures vont être dispatchées entre deux parties, deux périodes. Une période qui va correspondre à 35 heures et une période à 70 heures. Et en fait, c'est au lieu de laisser qu'une ligne, on peut, c'est pas une obligation, hein, on peut présenter l'information comme ceci. Alors, je vais vous expliquer. Ces 105 heures, on va les dispatcher pour permettre de calculer l'indemnité assez facilement, indemnité employeur assez facilement. Donc, rappelez-vous, l'employeur va devoir indemniser à partir du 7e jour. Donc, regardez, vous avez l'absence. J'ai mis en mauve la partie, en mauve la période pendant laquelle l'employeur ne va pas indemniser le salarié, et en gris la période pendant laquelle l'employeur va indemniser le salarié. Et bien en fait, les 105 heures, on va les dispatcher entre ces deux périodes. Donc ici, combien d'heures d'absence combien d'heures d'absence va être impacté par sur la période retenue pour absence non couverte par l'accord légal ou la loi ou l'accord d'entreprise ou de la convention collective. Bien ici, on sait que l'employeur, il y aura une retenue pour absence de 1, 2, 3, 4, 5 jours fois 7 heures, 35 heures de retenue ne seront pas du tout indemnisées par l'employeur. Et il y aura 35 heures pour la semaine qui suit et 35 heures pour la seconde semaine qui grise, qui seront indemnisées par l'employeur. Donc c'est pour ça qu'on a deux lignes. Dans le bulletin, on va retrouver retenue pour accord non couverte par l'accord, donc en fait c'est 35 heures, et retenue pour absence couverte par l'accord d'indemnisation de l'employeur. Donc on voit qu'on a 70 heures qui vont être indemnisées par l'employeur. Alors l'indemnité employeur, elle va être calculée, ça c'est une façon de présenter, hein. Et bien on peut retrouver la retenue pour absence ici, en base, et comme elle est indemnisée à 90%, et bien on va mettre 90%, ça fait 1163 euros d'indemnité employeur. Alors, votre référentiel s'arrête là au niveau du calcul.
Sauf que dans la réalité, l'employeur va retenir de son calcul de 1163 € une somme. Pourquoi? Parce que pendant que l'employeur indemnise, eh bien le salarié va toucher des IJSS. Alors il va techniquement les retenir à ce montant-là. Mais ça c'est hors programme. Donc je vous mettrai toujours une ligne noire. Et vous n'avez pas besoin de chercher à comprendre. Si vous le souhaitez, vous pouvez. Hein, évidemment, il y a une logique. Sinon, vous pouvez considérer qu'il y aura une retenue d'ajustement du calcul d'indemnité employeur qui est hors programme. Voilà, donc je m'arrête, j'y reste pas. Donc l'indemnité, donc le salaire brut, eh bien ça va être le salaire à payer, moins les retenues pour absence, plus l'indemnité, moins le montant technique, si vous est fourni, si vous n'est pas fourni, vous n'en tenez pas compte, et le total brut. Voilà, le total brut qui va devenir une base de cotisation salariale, donc les cotisations salariales seront de 374,28 €. Et lorsque l'employeur s'est subrogé à la sécurité sociale, il peut payer directement les IJSS qui sont normalement virés sur les comptes du salarié directement. L'employeur peut se subroger, c'est un service, il n'a aucun intérêt à le faire, c'est juste un service au salarié. En fait, il avance les IJSS que va toucher le salarié, il les ajoute à son bulletin de paie, et pour déterminer le net à payer. Donc ce net à payer tiendra compte de l'absence de l'indemnité employeur et des IJSS subrogés. Donc l'employeur avance les 713,90 € et se fait rembourser directement par virement par la caisse primaire d'assurance maladie. Voilà pour les explications de ce bulletin. Alors, en termes de démarches administratives, il y a d'autres démarches. Il faut déclarer les 3 derniers mois de salaire et on le fait sur le CERFA 1113504 et que vous pouvez retrouver dans le tuto déclarer les indemnités journalières, déclarer les revenus, les salaires pour le calcul des IJSS. Donc je vous mets à disposition juste après. Comment peut être transmis ce document qui déclare les 3 derniers mois, les 3 derniers salaires? Eh bien, par Net Entreprise. Je vous rappelle que c'est la méthode EFI, échange de formulaire informatisé, ou par EDI, c'est-à-dire par télétransmission du logiciel sous la forme d'une DSN événementielle ou événement. On peut également encore le faire par courrier en téléchargeant le formulaire sur amelie.fr. Voilà, et je rappelle que la DSN, c'est la déclaration sociale nominative qui est devenue un système obligatoire pour toutes les entreprises. Voilà, j'espère que cette révision vous aura permis de rééclaircir les informations, les mécanismes. Merci.